Société d'émulation du Jura. Une séance en distanciel, une conférence filmée et transmise en différé, distanciel, un mot qui n'existe pas en 1817-1818 lors de sa fondation, voilà déjà plus de 200 ans. Mais Covid oblige, et notre société doit s'adapter au siècle où nous vivons. C'est un essai qui, j'espère, vous donnera satisfaction. Et je remercie tous les acteurs qui ont tout fait pour le réussir. Patricia Guyard, directrice des archives départementales du Jura à Montmoreau, où nous sommes accueillis. Rani Chic, animateur, metteur en scène de théâtre, membre de la société qui s'est chargée de la réalisation audiovisuelle. Evelyne Guillaume, secrétaire de la société, en charge de son site internet et de sa gestion numérique. Et puis bien sûr, nos conférenciers qui ont bien voulu se prêter au mode distanciel. Olivier Borgeot, ancien diplomate, attaché culturel à Berlin puis à Londres, doctorant en histoire sociale à l'université de Lyon 2. Être bourgeois dans le vignoble du Jura au XIXe siècle est le sujet de sa thèse qu'il soutiendra cette année. Et le titre de sa conférence, les Rixes, domestiques et bourgeois à Harley au XIXe siècle. Jean-Claude Charnot est membre du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté. Il intitule sa conférence « L'éclairage public à Dole du XVIIe au XXe siècle ». Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. Le plus tôt, le plus vite possible, c'est du moins ce que nous souhaitons tous ardemment. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via notre site internet où vous retrouverez les liens vers ces 2 conférences filmées. Bien à vous et à bientôt. Chers auditeurs et amis, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier la Société d'émulation du Jura qui me permet aujourd'hui de vous présenter en 30 minutes environ l'histoire de Claude et Victor Rix, père et fils, domestiques et bourgeois au XIXe siècle à Harlay, un des beaux villages du vignoble du Jura. Alors, domestique ou bourgeois? Il n'y a pas de fonction de domestique sans classe aisée, bourgeoise ou noble. Il n'y a pas non plus de bourgeois sans domestique. Un des critères de la bourgeoisie réside justement dans le fait qu'elle emploie du personnel de maison. L'un n'existe pas sans l'autre. Mais si une réelle proximité les lie, un abîme les sépare. Victor Rix, vous allez comprendre comment, passe à travers le miroir, transforme sa condition de domestique en bourgeois. L'univers de la domesticité peuple nos imaginaires à travers la littérature du XIXe siècle, la peinture, la filmographie. Vous avez peut-être suivi la série britannique récente Downton Abbey, relatant l'interaction du monde aristocratique de l'Angleterre du début du XXe siècle avec ses serviteurs. Claude-Isabelle Brelot, dans sa conférence l'an dernier sur les domestiques des châteaux, mentionnait sur le thème des domestiques, mentionnait que le thème des domestiques a souvent été évoqué par plusieurs membres de notre société, Annie Gay, Evelyne Guillaume, et évoquait les légendes noires et roses qui fleurissent à ce sujet. Nous voilà aujourd'hui encore avec un exposé sur la domesticité dans une étude de cas d'une ascension sociale et culturelle aussi fulgurante qu'éphémère, et qui va nous permettre d'aborder, comme souvent dans l'histoire sociale, des domaines aussi variés que la géographie, le ressenti, l'intime, la psychologie, la réalité économique, et dans le cas présent, qui nous transporte aux 2 échelles, aux 2 extrémités de l'échelle sociale. Claude-Isabelle Brelot rappelait que l'historien dispose en général de peu de sources pour l'étude de la domesticité. Les serviteurs, anonymes, passent de famille en famille au gré de leurs embauches, et cette mobilité n'aide pas à les repérer. Dans le cas des Rix, père et fils,
Le matériau est assez conséquent pour qu'on puisse s'y intéresser de près. Victor Ritz naît à Harley le 30 septembre 1832, dans la maison que j'ai photographiée pour vous. Son père a 33 ans, sa mère 27. Sa mère, née Jeanne Comte, est originaire d'Harley. La famille habite chez les grands-parents maternels, cultivateurs. Le village d'Harley a gardé peu ou prou le bâti du XIXe siècle. La maison que vous voyez aujourd'hui est élégante et particulièrement soignée. Au XIXe siècle, c'est une ferme. Il faut l'imaginer couverte en partie en tuiles, mais surtout en chaume. Il faut ici rappeler qu'au début du XIXe siècle, 70% des maisons du vignoble jurassien ont des toits de chaume. À Harley, en 1852, plus de la moitié des maisons rurales sont encore couvertes en chaume et les incendies sont fréquents. Pour se prémunir de ce facteur d'incendie, les toits se couvrent de tuiles pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. Les compagnies d'assurance matraquent par des tarifs prohibitifs les propriétaires qui ne transforment pas leur toit de chaume en toit de tuiles. La maison des Ritz ne dispose que de 2 pièces, comme la plupart des maisons rurales, une cuisine et une chambre, dans lesquelles s'entassent les 3 générations qui y habitent. Le reste se compose d'une cave, d'une grange, d'une écurie et à l'étage des fenils, les greniers à foin. Un jardin potager cultivé derrière la maison, ainsi qu'une précieuse chaudevière où pousse le chanvre qui sera rouillé et tissé. Le père de Victor Ritz, Claude Ritz, est originaire d'Aumont, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Harley. Il a rencontré sa future épouse à Harley, où ils se sont mariés le 10 février 1827. Claude Ritz profite de l'acte d'état civil de son mariage pour légitimer leur fils aîné Eugène. Ce dernier est né hors mariage. 15 jours avant, la société campagnarde est habituée à la sexualité hors mariage. En 1845, par exemple, sur 36 naissances à Harley, près de 15% des enfants sont conçus avant le mariage. D'ailleurs, le père ne cache pas la naissance de son fils aîné au moment de sa régularisation. Ses témoins de mariage et de reconnaissance de paternité sont ses collègues employés au château d'Harley, le cuisinier, le palefrenier et Benoît Corbizier, qui se déclare l'homme de confiance du prince d'Arimbert, le prince d'Arimbert étant le propriétaire du château d'Harley. La sémantique est intéressante. Benoît Corbizier est en réalité simplement le valet de chambre du prince. Mais il se considère l'homme de confiance. Et vous verrez l'importance des valets de chambre des grandes maisons dans la suite de cette étude. Claude Ritz, en 1827, est l'un des 20 domestiques du prince d'Arimbert au château d'Harley. Il est cocher. Il gagne 200 francs par an, 4 fois moins que le régisseur du château, qui en touche 800, mais beaucoup plus que le palefrenier, qui lui doit se contenter de 80 francs par an. Lors de son contrat de mariage, il apporte les 1000 francs qu'il a mis de côté sur ses gages, et son épouse est un bon parti. Elle est la seule héritière de la maison de ses parents et des 2,5 hectares de terre. C'est un homme d'1,62 m, une taille moyenne au XIXe siècle. Les cheveux noirs, les yeux bruns, le teint coloré, comme vous le lisez sur son passeport à l'intérieur, un papier qui était nécessaire dans la première moitié du XIXe siècle à tout voyageur qui franchirait les limites d'un département. En septembre 1830, le prince Pierre d'Arimbert demande à son cocher, par l'intermédiaire de l'administrateur de ses nombreux biens franc-comtois, de transporter d'Harley à Paris une voiture de voyage, 2 chevaux anglais dits Greg et Roger, et une petite jument suisse. Arrêtons-nous quelques instants sur ce voyage prévu en 16 jours et qui durera 23 jours, et dont une liasse des archives du château d'Harley garde la trace. Vous lisez ici « Itinéraire à suivre par Jean Ritz, cocher ». Mais pourquoi Jean? Est-ce qu'il ne se prénomme pas Claude? Il faut savoir que les domestiques perdent régulièrement leur prénom.
selon les desiderata de leur maître. Peut-être les cochers du prince d'Arenberg doivent-ils tous se prénommer Jean. À Harley, dans les années 1880, la domestique Jeanne Magnonoz devient Marie pour le travail. Les domestiques perdent leur prénom, mais aussi parfois leur nom de famille. Ils sont affublés du patronyme de la famille dans laquelle ils sont employés. En 1883, toujours à Harley, Marie, la bonne de Félix Gorin, roue de son nom de famille, devient pour tout le village la Marie Gorin. C'est le nom de famille de son patron qui devient son patronyme. Les surnoms, les prénoms imposés, les noms de famille modifiés, la perte d'identité imposée par la classe supérieure complique encore les recherches sur l'histoire de la domesticité. Revenons à cet itinéraire d'Harley à Paris. L'administrateur des biens en Franche-Comté, Frison, donne au cocher à son départ d'Harley 300 francs. C'est beaucoup d'argent, 1 an et demi du salaire annuel du cocher, car voyager coûte cher, très cher. Frison lui rappelle qu'il connaît assez ses devoirs pour savoir qu'il ne doit prendre en route ni effet ni voyageur. On s'en rapporte à cet égard à sa probité connue. Si je peux me permettre cet anachronisme, Blablacar n'est pas une option pour Jean-Claude Rix. Ce voyage d'Harley à Paris va s'avérer chaotique. À Dijon, 50 minutes par l'autoroute en 2021, 4e jour en 1830, le cocher s'aperçoit que le cheval B anglais Greg ne mange pas bien. Le vétérinaire, l'artiste, comme l'écrit Jean Rix, diagnostique une fluxion de poitrine et impose le repos. Comble de malchance, un cheval étranger se détache dans l'écurie et flanque à coups de pied à la cuisse du cheval souffrant. Jean Rix écrit régulièrement à l'administrateur pour lui donner des nouvelles de l'expédition. Il écrit plutôt bien, sans orthographe, mais avec un discours construit et clair et une réaction aux événements imprévus très professionnelle. Vous voyez qu'il signe dorénavant Jean-Claude Rix, ayant intégré son nouveau prénom. Les courriers de Jean Rix, très inquiets, puis soulagés parce que le cheval guéri, s'enchaînent. L'artiste lui dit qu'il pourra se remettre en route après 5 jours perdus à Dijon. Il entre à Paris le 8 octobre 1830 par le sud-est, par Melun, puis, sa dernière étape, Charenton. Comment se repérer dans Paris pour parvenir à sa destination finale? Le cocher n'a sans doute jamais quitté le département du Jura. Il se retrouve au milieu des immeubles de la capitale, sans carte ni plan, et ne possède pas la ressource de cliquer sur son GPS. L'administrateur lui indique, je cite, « un chemin, quoique plus long, parce qu'il est le plus facile et le plus libre. » Il se perdrait dans les rues qu'il ne connaît pas et aurait beaucoup de peine à conduire. À cause, je lui recommande plus d'attention encore, une fois dans la ville, à cause de la multiplicité de voitures qu'il rencontrera et qu'il fera tous ses efforts pour éviter. Alors, on demande au cocher d'aller tout droit, dans la rue Saint-Antoine, puis toujours tout droit, dans ce qui est aujourd'hui la rue de Rivoli jusqu'à la place Louis XVI, c'est-à-dire la place de la Concorde. Les familiers de Paris auront reconnu cet axe est-ouest en ligne droite. Pour atteindre le 93 rue Saint-Dominique où demeure le jeune prince Pierre d'Arenberg, il devra arriver à la place Louis XVI, prendre le pont qui y fait face, passer le Palais Bourbon, prendre la rue de Bourgogne et la seconde rue à droite. Ça paraît tout simple. Le voyage aura coûté 297 francs et 30 centimes. Jean Rix reste 10 jours à Paris et repart à Harley pour reprendre son service de cocher. Hélas, le prince d'Arenberg souhaite diminuer la dépense qui se fait au château d'Harley. Vous réduirez, écrit-il à l'administrateur, le nombre de chevaux à 3, en y comprenant le cheval de selle. Et vous donnerez congé à Rix, vous ferez vendre les 2 juments suisses. Jean Rix est licencié en 1831 avec un très bon certificat. Il aura servi au château 7 ans et demi, d'abord comme postillon, puis en qualité de cocher. Je certifie, écrit l'administrateur, que Jean Rix n'a quitté cette maison qu'à cause de la vente successive
de la plus grande partie des chevaux de son écurie, et qu'il est de mœurs douces, que sa conduite a toujours été bonne, qu'il a constamment servi avec zèle et aptitude. Enfin, que sa fidélité est à toute épreuve. Jean Rix ne proposera pas ses services de cocher ailleurs et reste cultivateur à Arlay, avec son épouse. Sa fidélité de bon serviteur est récompensée. Il reste proche du château. En 1835, il emprunte pour 5 ans 1600 francs à la caisse princière, qu'il mettra 10 ans à rembourser. En 1855, alors qu'il a été licencié déjà depuis 25 ans, Jean Rix est toujours le cocher occasionnel du prince d'Arimbert, et on sait qu'il ramène un cheval de Maine-tout-Salon, dans le Cher, jusqu'à Arlay. Lorsque le marquis de Barbançon séjourne à Arlay, Jean Rix s'occupe de sa voiture. Ces différentes fonctions, à la fois paysan et cocher, illustrent une pluriactivité très habituelle aux paysans des campagnes du XIXe siècle. Le couple Rix, marié, je le rappelle, en 1827, aura 4 enfants. L'aîné, Louis Rix, est né en 1827, vous vous en souvenez. Sans doute influencé par les récits de la capitale racontés par son père, exempté de service militaire à cause de son bégaiement, il émigre à Paris avant l'âge de 20 ans et devient commis d'un passementier rue de la Grande Truanderie. À 30 ans, il s'est établi passementier, rue Saint-Denis. Lorsqu'il se marie à Reims à 37 ans avec la fille d'un chaudronnier, il est devenu fabricant de passementerie rue des Gravilliers dans le Marais. Toute une vie dans la passementerie et dans l'hypercentre de Paris. Je passe rapidement sur une fille et un fils qui sont morts célibataires, car je veux m'attarder amplement sur Victor Rix, né à Arlay le 20 septembre 1832, baptisé le 14 octobre. Son parrain est un domestique employé à Poligny. Victor Rix grandit à Arlay et à 20 ans s'engage volontairement pour 7 ans de service militaire au 4e d'artillerie caserné à Strasbourg. Vous avez sous les yeux un extrait du registre des tirages au sort des conscrits de 1857. Le petit frère de Victor est exempté, son frère aîné sert sous les drapeaux. Après 7 ans de service militaire, Victor Rix se décide à quitter le régiment et à retourner à la vie civile. Nous sommes à la toute fin des années 1850. Victor Rix, 27 ans, tente lui aussi sa chance à Paris, où habite son frère aîné. Vous savez que pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, surtout après 1880, le Jura, comme bien d'autres départements ruraux, se dépeuple massivement et émigre en ville. On retrouve Victor Rix à son mariage, le 9 juin 1866. Il a 34 ans. Il est domicilié à Paris, 12 rue de Poitiers, une adresse prestigieuse au XIXe siècle comme aujourd'hui. C'est l'emplacement d'un somptueux hôtel particulier, l'hôtel de Poulpry, qui abrite aujourd'hui la Maison des X, la Maison des Polytechniciens, un lieu qui accueille de nombreux événements mondains, des conférences et des grands mariages. En 1866, l'hôtel de Poulpry est la demeure du comte de la Béraudière, qui loue un étage à la famille du marquis Paul d'Aramon et son beau-frère Octave de Béhague. Victor Rix, après avoir servi sous les drapeaux, sert maintenant comme domestique. Il est valet de chambre. Comment est-il entré au service de cette grande famille aristocratique? Peut-être grâce aux relations de son père avec la maison d'Arimbert? Le valet de chambre est un personnage clé dans la hiérarchie des domestiques des grandes maisons. Dans une fiche de poste du valet de chambre du prince d'Arimbert en 1829, il doit assurer le service du courrier lors des voyages, conserver l'argenterie et la soigner sous sa responsabilité, surveiller les chambres, les écuries, les remises, instruire de toute négligence, faire part à ses patrons de toutes les propositions ou transactions
qui lui sont faites, exécuter les commissions particulières de ses patrons. Il est bien l'homme de confiance de l'aristocrate. Il doit assister à la messe les dimanches et les fêtes. Il est mis à l'amende s'il n'est pas exact à placer continuellement un domestique dans l'antichambre, s'il manque lui-même aux heures de service qui lui ont été assignées, s'il rentre trop tard, s'il découche sans permission, et enfin, s'il s'enivre. Cette interdiction de boire de l'alcool est récurrente dans les contrats de domestiques et sans doute souvent enfreinte. Il loge dans la chambre des domestiques. Dans les immeubles haussmanniens, les chambres de bonne sont réunies sous les combles au 6e étage. Dans l'hôtel particulier des Sauvants d'Aramon, 10 petites chambres ont été conçues dans les communs, meublées d'un lit de fer, d'une commode, une ou deux chaises, parfois un miroir, parfois une tablette avec garniture. C'est sommaire. Mais c'est du luxe par rapport aux domestiques des quelques familles bourgeoises d'Arlay. À Arlay, jusqu'au début du XXe siècle, les domestiques hommes ont leur lit dans un coin de l'écurie. Les domestiques femmes sur un galetas derrière le fourneau de la cuisine ou au grenier non chauffé. En 1830, le valet de chambre du prince d'Arimbert était payé environ 1000 francs par an, logé, nourri, chauffé, éclairé, avec en plus les pourboires à chaque service exceptionnel. Dans les années 1870, un domestique d'une grande maison aristocratique parisienne peut gagner jusqu'à 2000 francs par an. C'est 2 fois plus que ce que pourra gagner une femme de chambre dans la même maison. Et plus du double de ce que gagne un domestique en province, dans un village comme Arlay, où un domestique homme plafonne à 800 francs par an et une servante à 400 francs. S'il ne dépense rien, le valet de chambre d'une grande maison parisienne peut, théoriquement, mettre de côté entre 30 et 40 000 francs en 20 ans, classés à 5%. Là encore, à la campagne, les économies que peuvent réaliser les domestiques sont souvent dérisoires. J'ai l'exemple à Arlay d'une cuisinière qui travaille pendant 30 ans dans plusieurs maisons bourgeoises et qui ne va réussir à économiser que 1500 francs. Elle n'a pas de famille, pas d'épargne, pas de retraite. Elle doit travailler jusqu'à son décès. En 1866, notre valet de chambre, Victor Ritz, épouse Stéphanie Ville, 29 ans, fille d'un culottier de Célestat dans le Bas-Rhin, naturalisée française en 1872. Elle a un beau-frère, lui aussi valet de chambre à Paris, une sœur, d'abord giletière, puis blanchisseuse, et enfin cuisinière. Stéphanie Ville est femme de chambre, rue de Grenelle, au numéro 80, dans la famille du vicomte de Blinière. 1866 est l'année où le comte Octave de Béhague se fait construire un splendide hôtel particulier dans le style Louis XV, au 22-26 avenue Bosquet, à l'angle de la rue Saint-Dominique, qui est devenu depuis l'ambassade de Roumanie, depuis 1939. Les Béhague et les Sauvants d'Aramon s'y installent. Les Béhague possèdent tous les terrains constructibles du 16 au 26 de l'avenue Bosquet. Victor Ritz suit la famille qui l'emploie. En 1870, au mariage de son frère aîné, il est toujours valet de chambre et se domicilie au 16 avenue Bosquet. Le marquis Paul de Sevant d'Aramon décède au 22 avenue Bosquet le 13 octobre 1877. Le valet de chambre, qui n'a que 46 ans, décide alors avec son épouse de 42 ans de s'arrêter définitivement de travailler. Ils n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, les domestiques mariés sont rares. Les domestiques avec enfants, encore plus rares. Les bonnes se font renvoyer sans ménagement si elles tombent enceintes, alors que parfois, c'est des œuvres de leur maître. Elles ne seront protégées par la loi très timidement qu'à partir de 1909. Le couple Ritz s'octroie dorénavant le doux nom de rentier et décide de revenir au pays
à Harlay. Victor Rix ne saurait dorénavant se contenter de la maison de son enfance, qui doit lui paraître une masure après les hôtels particuliers dans lesquels il a servi depuis 20 ans. Il la vend pour 4 000 francs et vise une des belles maisons bourgeoises d'Harlay. Auguste de Chassé, Burtel de Chassé, dont la famille est originaire de Mirbel, sur le premier plateau du Jura, et vous en voyez la propriété en photo, et son épouse, née de Balatier-Lantage, châtelain de Bourgogne, vendent justement leur maison d'Harlay, une maison ancienne, à 13 ouvertures, une porte cochère, un beau jardin qui descend jusqu'au canal de la Seille. Et Burtel de Chassé l'avait achetée en 1861 pour la somme de 10 500 francs et la revendent au même prix 17 ans plus tard. C'est donc un noble en relation chaleureuse avec le prince d'Arimbert qui décrit Madame de Chassé comme la perle des femmes d'Harlay, qui vend un ancien domestique, fils du cocher des Arimbert. Quelle ascension sociale pour Victor Rix! Voilà les Rix installés dans la maison décrite sur le contrat comme une maison de maître. On notera le vocabulaire maison de maître qui a dû séduire les anciens serviteurs. Elle est construite en pierre, couverte de tuiles, et comprend 7 pièces d'habitation au rez-de-chaussée surélevé, au-dessus de 2 immenses caves, 2 mansardes, des séchoirs et des greniers, soit environ 200 mètres carrés au sol. Dans les années 1880, le néo-bourgeois Victor Rix a tout juste 50 ans, son épouse la quarantaine. Un monde sépare désormais les Rix des domestiques des familles bourgeoises d'Harlay. Vous voyez ici, sur une rare photographie, car l'iconographie du personnel de maison est maigre, les 4 domestiques qui travaillent pour une bourgeoise et son fils au village d'Harlay. Elle date de 1910. À gauche, celui que le recensement gratifie du titre pompeux de valet de pied a 70 ans. Il porte autour du cou et à ses pieds les attributs de ses fonctions principalement à l'extérieur, instruments agraires, binette et hache et sabots. Son lit se trouve dans l'écurie, bien sûr. À ses côtés, la cuisinière, 65 ans, qui dort dans un réduit sans fenêtre sous l'escalier. Les 2 plus jeunes, ils ont respectivement 25 et 21 ans, sont cousins germains. Ils habitent en face et travaillent à la journée. Le valet de chambre d'une famille aristocratique parisienne, lui, est en frac, gilet, cravate blanche nouée en nœud papillon, souliers vernis. Il faut un œil aiguisé pour le distinguer de son patron. D'ailleurs, une voisine de Victor Rix à Harlay écrit à son propos dans un courrier que rien ne ressemble plus à un homme comme il faut qu'un valet de bonne maison. Le valet, par mimétisme, intègre la manière d'être, l'habitus de la classe supérieure. Les Rix se font maintenant servir. Exigeants, ils changent régulièrement de cuisinière, 3 fois en 10 ans. Les courriers de la voisine, écrits au début des années 1880, nous font comprendre à quel point le couple d'anciens domestiques s'intègre au microcosme bourgeois du village rural. On sait que Victor Rix fume le cigare, offre à ses voisins des marrons glacés, apprécie le vin jaune. Ils sont reçus au thé, au déjeuner entre intimes dans le joli manoir voisin appelé la Chevance d'Or et reçoivent volontiers à déjeuner ou au café avec des liqueurs. Invitons-nous à la table des Rix ce dimanche 26 janvier 1885, tel que l'a décrit la voisine, au menu pantagruélique, mais qui est la norme pour un déjeuner entre voisins de la bourgeoisie de village. En entrée, du potage tapioca, des hors-d'œuvre, du saucisson. Puis, un roast beef, sauce au vin et aux truffes. Puis, un poulet au bleu. Puis, un filet de cochon à la purée de marron. Puis, d'énormes grives. Enfin, un magnifique dessert de la façon du père Rix. Les bourgeois provinciaux admirent la porcelaine. Les Rix
servait de l'huile dans une petite tasse de rêve dont on a voulu voir la marque. Les Rix fréquentent, invitent et se font inviter par le notaire et son épouse, le régisseur du château, le maire, le médecin, toute la micro-société bourgeoise d'Arlay. Madame Rix lit un livre de Gustave Droz, prêté par Madame de Grisel, du château de la Nuire à Domblanc, et y cherche, dit-on, avec l'épouse du notaire, des gaudrioles. Elle garde, paraît-il, un fort accent alsacien qui amuse les Jurassiens. Les Rix impressionnent parce qu'ils ont vu défiler, en servant dans leurs hôtels particuliers, de nombreuses personnalités. La voisine écrit à son fils, militaire, que Victor Rix a même connu son général, qu'il l'a vu aller chez ses maîtres. Victor Rix se taille une réputation de buveur excessif, peut-être parce qu'il se venge de toutes ces années de privation quand l'alcool lui était interdit en tant que valet de chambre. Si sa femme part en voyage d'agrément à Genève 10 jours, il ne dégrisera pas. Et, je cite, « Le lundi étant tout naturellement le lendemain du dimanche, il avait les maçons d'une terrible façon. » Avoir les maçons est une expression ancienne, suisse ou franc-comtoise, passée de mode, mais que vous connaissez peut-être, et qui signifie qu'il avait sacrément mal aux cheveux les lundis matins. Pas toujours charitable, la voisine remarque au milieu des années 1880 que les Rix sont beaucoup plus serrés qu'autrefois, qu'ils doivent avoir éprouvé beaucoup de pertes. Il faut, à la campagne, disposer d'un budget minimum de 2000 francs par an pour y vivre en bourgeois sans enfants. À titre d'exemple, un jeune ingénieur gagne 5000 francs par an. C'est donc un capital de 40 000 francs minimum qui est nécessaire au couple Rix, et je doute que leurs économies pendant leurs années parisiennes aient dépassé cette somme. Et j'ai vérifié, le marquis d'Aramon en 1877 n'a pas couché son valet de chambre sur son testament. Les Rix puisent dans leur capital. Victor Rix, après 15 ans de sa vie de rentier à Arlay, meurt en 1893 à 60 ans. Son patrimoine, à sa mort, est évalué pour l'administration fiscale à moins de 8 000 francs. Même franchement sous-évalué, comme c'est l'usage dans les déclarations après décès, le patrimoine des Rix a fondu. Sa veuve achète une concession trentenaire pour enterrer son défunt mari. Les concessions perpétuelles restent l'exclusivité de la bourgeoisie ancienne. Et elle est obligée de vendre la belle maison d'Arlay pour 9 000 francs. Elle repart à Paris, travailler, et se place comme dame de compagnie rue Royale, au numéro 8, entre la place de la Concorde et la Madeleine, dans l'hôtel de la Tour du Pain Gouverné. Dans son testament, écrit en 1894, elle lègue ses meubles et objets d'Arlay à des connaissances. Un fauteuil Voltaire, une glace et une garniture de cheminée, des gravures, des meubles de chambre à coucher, tout le linge de maison, puisqu'elle n'a plus de maison. Elle n'en aura plus l'usage, elle qui vit désormais de nouveau dans les chambres de bonne parisiennes, au lit aux barreaux de fer et aux commodes mangées par les vers. Elle meurt à 63 ans, en 1899, au travail. À son décès, elle est toujours dame de compagnie, au 125 avenue des Champs-Élysées, quasiment place de l'Étoile. Elle rejoint le sort de l'immense majorité des domestiques qui meurent au service, faute d'avoir réussi à mettre assez d'argent de côté pour se payer une retraite. La parenthèse bourgeoise, à Arlay, si bien vécue, aura duré 15 ans. Je dois maintenant conclure, après cet exposé d'une ascension sociale aussi rare qu'éphémère, qui nous aura fait voyager entre Arlay et Paris, et entre les classes sociales, de la plus humble au service des autres, à la plus élevée dans l'aristocratie parisienne. En présentiel, j'aurai guetté vos réactions et répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par courriel. Et si vous patientez encore quelques mois,
Vous pourrez lire le récit de cette fresque sociale, complété et argumenté scientifiquement, dans l'article que ne manquera pas de publier la Société d'émulation du Jura dans sa prochaine édition. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.